Le 22 décembre 1989, un hélicoptère Dauphin blanc atterrit sur le toit du siège du comité central du Parti communiste à Bucarest. Ses pales continuent de tourner car il doit redécoller immédiatement et justement plusieurs personnes arrivent sur le toit. Il s'agit du dictateur roumain Ceausescu avec sa femme Elena, de quelques officiels du parti et de leur garde du corps. En bas, la foule est déchaînée. Les gens envahissent le bâtiment, essayant d'attraper le dictateur. Ceausescu et sa femme sont pâles. Ils tiennent à peine debout. Il faut presque les porter dans l'hélicoptère, qui décolle à la dernière seconde avant que les manifestants n'atteignent le toit. Personne ne sait encore ce qui va arriver à Ceausescu quelques heures plus tard. Je me sers un café et je vous dis tout. Voici un rappel discret de faire ce petit quelque chose sous la vidéo, au cas où vous oublieriez. Donc, l'hélicoptère. L'homme aux commandes était le pilote personnel de Ceausescu, Vasile Maluțan. Ce matin-là, lui et deux autres membres d'équipage ont reçu l'ordre de décoller de l'aéroport de Bucarest et d'atterrir sur le toit du siège du comité central du Parti communiste, en plein centre-ville. Ils ont suivi l'ordre, mais ils ignoraient ce qui se passait jusqu'à ce qu'ils approchent de la place et qu'ils voient la foule envahir le bâtiment. L'hélicoptère a atterri et Ceausescu y a été poussé, pour ainsi dire porté par ses gardes du corps. Le dictateur et sa femme n'étaient accompagnés que de deux fidèles du parti, mais c'était déjà trop pour un seul hélicoptère. En fait, le mécanicien a même dû s'asseoir sur les genoux de Ceausescu pour que l'hélicoptère puisse décoller. Le dictateur a ordonné aux pilotes de voler vers Snagov, une ville située à 32 km au nord de Bucarest, où Ceausescu avait une résidence d'été. Là-bas, Ceausescu a réclamé deux autres hélicoptères et des soldats pour le protéger. Mais le commandant de l'unité de Maluțan a refusé de suivre ses ordres. Il a annoncé qu'une révolution avait eu lieu dans le pays et que Ceausescu et ceux qui l'accompagnaient étaient désormais livrés à eux-mêmes. Comme plan B, le dictateur a ordonné de se diriger vers Titu ou, selon d'autres rapports, vers Boteni. Mais cette fois, l'hélicoptère surchargé n'a pas pu décoller. Il n'était conçu que pour 4 passagers. Les deux membres du parti sont restés à Snagov et l'hélicoptère a enfin pu décoller et se diriger vers l'ouest. L'un des gardes du corps a ordonné le silence radio et, selon le pilote, il a pointé une mitrailleuse sur lui. Mais le pilote n'a pas obéi. Et quelques minutes plus tard, un message radio a annoncé que le gouvernement avait été renversé et que tout aéronef repéré dans le ciel serait traité comme une cible. Selon le récit du pilote, Ceausescu ne croyait pas qu'un coup d'État avait eu lieu. Il répétait « Non, ce ne sont que d'horribles mensonges. N'es-tu pas loyal à la cause ?» Mais la menace d'être abattu a effrayé le dictateur et il a donné l'ordre d'atterrir. L'engin s'est posé sur une route non loin de leur destination. Quand Ceausescu est sorti de l'hélicoptère, il a de nouveau demandé au pilote « Ne sers-tu pas la cause ?» Et le pilote a répondu « De quelle cause s'agit-il » Ceausescu ne lui a pas répondu. Une fois au sol, le dictateur déchu, sa femme Elena et leurs deux gardes du corps ont arrêté une voiture qui passait, ordonné aux passagers de descendre et ils sont partis. En gros, ils ont détourné la voiture et son conducteur. À 13h22 heure locale, la radio a commencé à diffuser un message. Attention, Nicolae Ceausescu essaie en ce moment de rallier l'aéroport de Titu. Citoyens du comté d'Argeș, armée roumaine, essayez d'attraper le tyran, entourez l'aéroport. Il doit être jugé selon les lois du pays, les lois de l'humanité. Interceptez l'avion. N'oubliez pas, chers amis, n'oubliez pas que la justice existe et que la justice prévaudra. Nous craignons que Nicolae et sa famille n'échappent à notre châtiment. Il faut mentionner que la voiture arrêtée par Ceausescu appartenait à Nicolae Petrisor, un homme ordinaire qui était réparateur de vélos. Petrisor a reconnu ses passagers et il a réussi à les convaincre qu'il connaissait un endroit sûr. La meilleure option d'après lui était de se cacher dans un institut agricole à la périphérie de la ville. Ceausescu a accepté. Quand ils sont arrivés, le directeur de l'institut a conduit les Ceausescu dans une pièce et il les y a enfermés.
Bientôt, la police locale est arrivée, elle a arrêté le couple, et après quelques allers-retours, elle a transféré les prisonniers au camp militaire de Targovishte. À 14h38, la radio a commencé à diffuser. Nous ignorons si cette information est vraie, mais si c'est le cas, c'est une grande victoire pour le peuple. Nicolae et Elena Ceausescu ont été capturés. Ils sont à Targovishte où ils ont été arrêtés. Le sort du dictateur était scellé. Pour emmener les Ceausescu à Targovishte, on les a placés dans un véhicule blindé. Les époux étaient pâles et très inquiets. Pourtant, au début, ils sont restés calmes. Ils ont passé quelques jours en captivité pendant que les nouvelles autorités roumaines décidaient de leur sort. Certains réclamaient une exécution rapide, d'autres insistaient pour qu'il y ait une audience. Finalement, le président par intérim a décidé qu'un procès se tiendrait. Ainsi, le 25 décembre à Targovishte, un tribunal militaire d'urgence a été convoqué, dirigé par 10 juges militaires. Ceausescu aurait pu partager le sort d'autres leaders communistes d'Europe de l'Est en 1989, la démission et une retraite honteuse. Mais pour ça, il aurait fallu que ses actions se limitent à l'application infructueuse des idéaux socialistes. Cependant, le dictateur est allé bien au-delà de ses idéaux et son attitude envers le pays et le peuple a conduit à des conséquences désastreuses. Voici la liste des accusations portées contre Ceausescu et sa femme. Premièrement, génocide, plus de 60 000 victimes. Deuxièmement, ruine de l'économie nationale. Troisièmement, atteinte au pouvoir de l'État en organisant des actions armées contre le peuple. Quatrièmement, destruction de biens publics par la démolition et l'endommagement de bâtiments, l'organisation d'attentats dans les villes, etc. Et enfin, cinquièmement, tentative de fuite et détournement de l'équivalent d'1 milliard d'euros conservés dans des banques étrangères. Ces accusations étaient très graves et pour comprendre sur quoi elles se basaient, il faut examiner de plus près le cas Nicolae Ceausescu. Il était le deuxième et dernier dirigeant communiste de la Roumanie, occupant le poste de secrétaire général du Parti communiste roumain de 1965 à 1989. Oui, 25 ans, c'est très long, mais il n'a pas fait que rester longtemps au pouvoir. Le règne de Ceausescu est rapidement devenu totalitaire, au point d'être le plus répressif du bloc de l'Est. Sa police secrète, la Securitate, était à la fois une agence de renseignement intérieur et un service de surveillance politique. La Securitate était responsable de la surveillance de masse, ainsi que de la répression et des violations des droits humains. Tous les médias et toute la presse étaient sous son contrôle. En 1985, lorsque le pouvoir de la Securitate était au plus haut, elle employait 11 000 agents et un demi-million d'informateurs. De plus, la vie en Roumanie était particulièrement difficile à la fin des années 80. À l'époque, Ceausescu essayait de rembourser l'énorme dette du pays. Nourriture, chauffage et électricité étaient rationnés et toute dissidence était écrasée. En fait, tout ce que Ceausescu considérait comme mauvais pour son régime était effacé. La malnutrition régnait et la Roumanie avait le taux de mortalité infantile le plus élevé d'Europe. Les coupes économiques sévères entraînaient des pannes de courant, des pénuries de carburant et une pauvreté croissante. Les biens quotidiens étaient rationnés et le mécontentement allait croissant à travers le pays. D'autant plus que d'énormes sommes d'argent étaient investies dans la démolition et la reconstruction de villes. Naturellement, lancer d'immenses projets de construction quand le peuple meurt de faim n'est pas la meilleure idée qui soit. Quant au déclencheur de la révolution, les historiens évoquent le discours politique fatidique de Ceausescu après les manifestations à Timișoara, la répression brutale d'une autre manifestation et le dédain à l'égard de la colère publique. Il est temps, je pense, d'entrer dans les détails et de parler des événements qui l'ont poussé à fuir. Nicolae Ceausescu revenait d'une visite officielle en Iran et il comptait prononcer un discours adressé au peuple le 21 décembre. Il devait avoir lieu depuis le bâtiment du comité central du Parti communiste, là où la plupart des décisions importantes étaient prises, et le lieu d'où Ceausescu et son cercle rapproché dirigeaient le pays.
En gros, c'était le symbole du pouvoir et le bâtiment avait un balcon richement décoré surplombant l'entrée principale. Depuis ce balcon, la vue donnait sur une immense place pouvant accueillir des dizaines de milliers de personnes. Bref, en gros, c'était l'endroit rêvé pour un tel discours. En fait, c'est là que Ceausescu donnait la plupart de ses discours politiques qui duraient parfois des heures. Des Roumains ordinaires, fonctionnaires et travailleurs syndiqués étaient amenés sur la place en bus. Puis des officiels du parti jouaient les chefs d'orchestre, criant des slogans et disant aux gens qu'enchanter. Ainsi, le 21 décembre 1989, une foule immense s'est rassemblée sur la place. À ce moment-là, nul ne savait que Nicolae Ceausescu n'était qu'à quelques heures de sa chute. On ignore les chiffres exacts, mais on sait qu'environ 100 000 personnes s'étaient rassemblées sur la place. Les gens avaient apporté des drapeaux rouges et d'immenses portraits du dictateur. On en distribuait à l'avance et pendant le discours, on diffusait des enregistrements de cris enthousiastes pour faire croire que Ceausescu était soutenu. Et la foule l'acclamait à chaque fois, mais pas ce jour-là. 2 minutes après le début du discours, des sifflets, des rires moqueurs et des cris de Timișoara ont éclaté, le nom de la ville dont les manifestations avaient enflammé le pays. Ceausescu a levé la main pour faire taire les cris. L'expression stupéfaite sur son visage, lorsque les huées n'ont pas cessé, a marqué le moment exact où son régime a commencé à s'effondrer. Ceausescu lui-même l'a bien compris. Des témoins ont raconté qu'au début, le sentiment dominant était la confusion, mais qu'un énorme émoi a soudain parcouru la foule. Après tout, Ceausescu avait toujours contrôlé chaque aspect de leur vie, et tout à coup, il se tenait là, debout devant eux, et ne sachant pas quoi faire. Au fait, le discours de Ceausescu était diffusé dans tout le pays pour montrer qu'il contrôlait encore les choses, mais sa confusion et les cris de colère du peuple ont eu l'effet inverse. Pendant un moment, le dictateur et sa femme sont restés sur le balcon, essayant de s'adresser à la foule. En particulier, Ceausescu a annoncé une petite augmentation des pensions et des salaires, mais après ça, les gardes du corps ont fait rentrer le couple. Juste à temps, car les gens en colère commençaient à envahir les rues. Au fil des heures, de plus en plus de gens sont arrivés. Les manifestants n'étaient pas armés et ils ne demandaient que la démission du dictateur, mais Ceausescu a refusé tout compromis. À la place, il a envoyé l'armée, des chars, des véhicules blindés, des unités antiterroristes et des agents infiltrés de la Securitate. Bientôt, ils ont commencé à tirer sur la foule de tous côtés. Sans entrer dans les détails, disons simplement que le nombre de victimes a été si élevé qu'on a fait venir des machines de nettoyage de rue pendant la nuit pour tout lessiver. Ensuite, tôt le matin du 22 décembre, les Ceausescu ont commis une deuxième erreur. Au lieu de fuir la ville sous le couvert de la nuit, ils ont décidé d'attendre le matin. Apparemment, ils pensaient que la répression des manifestations avait réussi et qu'ils n'avaient plus rien à craindre. Cependant, à 7 heures, Elena Ceausescu a été informée que des foules d'ouvriers venus de nombreuses usines se dirigeaient vers le centre de Bucarest pour rejoindre les manifestations. La police a même changé de camp, mais ça n'a pas suffi à faire reculer le dictateur. Il prévoyait de s'adresser à nouveau au peuple, et des hélicoptères ont largué des tracts exhortant les manifestants à rentrer chez eux et à profiter du réveillon de Noël. Une grosse erreur, car les gens mouraient de faim et ne pouvaient même pas obtenir des produits de base comme de l'huile de cuisson, encore moins organiser un réveillon. L'armée a fini par se rallier aux manifestants à la suite des événements survenus au sein du ministère de la Défense. Je parle de la mort mystérieuse de l'ancien ministre. Les soldats pensaient qu'il avait été tué sur les ordres de Ceausescu, les commandants refusaient de défendre le dictateur et ça a mis fin à toute chance pour Ceausescu de rester au pouvoir. À l'approche des manifestants, il s'est échappé avec sa femme par hélicoptère quelques secondes avant que ses poursuivants n'atteignent le toit. Il faut savoir que selon certains rapports, Ceausescu avait deux options. La première était de fuir en hélicoptère, et c'est ce qu'il a fait. Mais il y en avait une seconde, un bunker. Ce bunker se trouvait sous le sous-sol du bâtiment du comité central, et il était conçu pour résister à une attaque nucléaire. Il contenait de la nourriture et autres provisions,
un centre de contrôle, un purificateur d'air et un accès à des tunnels. Via ces tunnels, Ceausescu pouvait atteindre sa maison, le palais du printemps, et de là rejoindre le lac Herastrau où un bateau était amarré, prêt à le conduire à une voiture, et enfin à l'aérodrome. Enfin, le réseau de tunnels menait à un grand nombre de maisons sécurisées utilisées par les forces de police loyales à Ceausescu. Les entrées de certaines d'entre elles étaient cachées dans des cryptes. Les tunnels reliaient également 2 aéroports, le siège du Parti communiste et le palais de Ceausescu au centre de Bucarest. Et ces tunnels contenaient des stocks d'armes. Le dictateur espérait peut-être utiliser l'un de ces passages souterrains, d'autant que certains avaient été prévus spécifiquement en cas de fuite. Mais quelque chose a mal tourné. Ces plans ont été contrecarrés par l'armée et certains dirigeants de la Securitate. Selon une autre théorie, le couple a décidé que cette voie n'était pas assez fiable, car les architectes qui avaient construit les tunnels auraient pu révéler leur emplacement. Ce qui s'est effectivement produit, prouvant que ni le bunker ni les passages souterrains n'étaient sûrs pour le dictateur en fuite. Cependant, comme on l'a vu, l'hélicoptère n'a pas fonctionné non plus. Passons au 25 décembre, le jour où le procès spectacle a été organisé à la hâte. Car c'était bien un procès spectacle et vite expédié. L'avocat de la défense, nommé à la hâte, Nicu Teodorescu, a insisté pour que les Ceausescu plaident la folie afin d'échapper à la peine de mort. Mais ils étaient trop imbus d'eux-mêmes pour recourir à une telle astuce. Peut-être qu'ils sous-estimaient la gravité du danger qui les menaçait. Quoi qu'il en soit, le procès a duré 2 heures, les accusations ont été portées. Pendant leur lecture, Nicolae souriait, riait et secouait la tête. Aucune preuve factuelle n'a été présentée, mais il n'y en avait pas besoin. Les juges savaient déjà comment le procès se terminerait. Le couple n'a pas pu se justifier, se défendre, ni faire appel. Et bien que tout au long du procès, Ceausescu ait refusé de reconnaître la légitimité du tribunal, ça n'avait pas d'importance non plus. D'ailleurs, en lisant la transcription ou en regardant la vidéo, il est clair qu'Elena a été la première à connaître le verdict, mais ça n'a pas changé grand-chose. Le tribunal a condamné les 2 époux à mort. Aussitôt après le verdict, Nicolae a tenté de contester la décision, mais ça lui a été refusé. Elena était silencieuse et semblait confuse. Avant d'être conduit hors de la pièce, le dictateur s'est tourné vers un soldat et il a dit qu'il souhaitait être exécuté aux côtés de sa femme. Ce qui lui a été accordé, bien que la sentence ordonna des exécutions séparées. Tout s'est ensuite passé très vite. Le soldat est revenu avec une corde pour attacher les condamnés, mais ils ont tous deux résisté, criant et se défendant, disant que ce n'était pas nécessaire. Enfin, à ce moment, personne ne les écoutait plus. Leurs mains ont bien été attachées et ils ont été emmenés dehors. Nicolae continuait à contester la légitimité du procès, mais Elena avait réalisé que c'était futile. « Nous ne pouvons rien faire de plus », a-t-elle dit à son mari à la fin. On raconte qu'Elena a aussi insulté le peloton d'exécution, mais d'après d'autres rumeurs, elle a simplement pleuré et selon d'autres encore, elle a réprimandé les soldats. Nicolae, en revanche, est resté calme jusqu'à la fin et il a chanté les premières lignes de l'Internationale, l'hymne prolétarien. Le peloton d'exécution a commencé à tirer dès que les époux ont été placés contre le mur. L'exécution s'est déroulée trop vite pour qu'elle puisse être filmée en entier. Cependant, des images du procès et de son issue ont été publiées dans de nombreux pays occidentaux 2 jours après. Elles sont apparues à la télévision roumaine le même soir. Les événements ont suscité une forte indignation publique et plusieurs pays ont critiqué les nouveaux dirigeants de la Roumanie en raison de l'absence de procès public. Ainsi ont pris fin la vie du dictateur roumain Nicolae Ceausescu et sa tentative d'évasion ratée. Vous me devez un like. À plus.